Aujourd'hui, on va parler de l'avenir de la génération Z et de l'IA dans le monde du travail. En 2025, ils représenteront 25% de la force de travail selon l'OCDE. Et en 2030, ils seront 30% selon France Travail. Le futur du monde du travail, c'est eux et on est là pour en parler aujourd'hui. Et pour m'accompagner, j'ai deux formidables invités qui sont avec moi. La première est journaliste, présentatrice, experte tech, IA et politique américaine. La deuxième est militante en bien-être au travail et créatrice de contenu avec plus de 7 millions de likes sur TikTok sur le sujet du travail. Hello Marjorie Paillon. Hello Dorette Naon. Hello Lorraine Lévy. Hello. Je suis vraiment trop contente que vous soyez ici aujourd'hui pour parler finalement de ce sujet qui nous réunit parce que c'est ça le progrès, c'est ça le futur du monde du travail, c'est la génération Z. Donc sans transition, première question, c'est quoi pour vous les attentes de la génération Z dans le monde du travail? Peut-être Lorraine pour commencer parce que c'est ton sujet, hein. Beaucoup d'attentes et surtout beaucoup de déceptions. L'idée, c'est surtout d'accéder à plus de flexibilité, plus de confiance, plus d'autonomie, tout en étant accompagné, puisqu'il y a un juste milieu à trouver, du télétravail, voilà, des missions qui évoluent avec le temps, progresser et surtout moins de pression, moins de micromanagement, moins de harcèlement au travail, un petit peu plus de bien-être finalement. Pour toi, Marjorie, on est au niveau, aujourd'hui, dans le monde du travail, au niveau de ce dont parle Lorraine, le bien-être, la flexibilité? Alors, je ne sais pas si on est déjà au niveau. En tout cas, ce que j'aime dans la réponse de Lorraine, c'est que ça nous permet de sortir de l'image d'Épinal de ce que serait la Gen Z par rapport aux boomers du monde du travail. Et se dire que c'est une génération qui va plus miser sur les valeurs, qui demande beaucoup plus, encore une fois, à ses recruteurs et ses recruteuses, d'être encore une fois fidèles à ces valeurs intrinsèques d'une entreprise, ne pas vouloir aller travailler pour une marque ou pour une boîte parce qu'elle n'incarnerait pas suffisamment ce propos et elle ne le défendrait pas suffisamment sur le terrain. Je pense qu'il faut aller au-delà de cette image-là encore une fois et vraiment s'attacher à aujourd'hui, quand je vais travailler, quand je fais le choix finalement d'embrasser une carrière dans une entreprise et de contracter un CDD, un CDI, quel que soit le mode de contrat, pourquoi je le fais ? Plutôt que de devenir entrepreneur ou entrepreneur, plutôt que de travailler par projet, par mission différente. Comment est-ce que je conçois aujourd'hui cette carrière qui ne va pas être linéaire du tout dans une entreprise ou dans une multiplicité d'entreprises qui vont me faire à la fois gagner en compétences, gagner en expérience et peut-être aussi me permettre à un moment donné de pouvoir monter mon propre projet. Est-ce qu'on est déjà au niveau ? Honnêtement, je n'en sais rien. Mais j'espère en tout cas que celles et ceux qui font les entreprises aujourd'hui sont attentifs à ce questionnement-là de cette génération. Tu viens de parler de quelque chose d'hyper intéressant et important, c'est la quête de sens. Pour la génération Z, c'est quelque chose, je te vois acquiescer Lorraine, c'est quelque chose qui te parle, le fait qu'aujourd'hui la Gen Z, elle a besoin d'un why, hein, c'est ce dont tu viens de parler, pour arriver à s'impliquer et à être fédéré dans la culture d'entreprise. Complètement. On est beaucoup en train de reprocher aux Gen Z de vouloir de l'argent, de vouloir du temps libre. Bon, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout une quête de sens. Les jeunes, ils veulent se sentir utiles. On travaille quand même quasiment toute notre vie. On passe plus de temps au travail qu'avec notre famille et nos amis. Donc on a envie d'aller au boulot en se disant ce que je fais, ça a du sens. Et j'ai un rôle qui est un peu important dans la société. J'ai un impact. Ouais. Se sentir finalement considéré, valorisé, reconnu, bien sûr, c'est très important. Marjorie, on le sait, ton expertise, c'est la tech. Et la tech, c'est un sujet qui intéresse énormément aussi la génération Z. Ils y sont très sensibles. Donc là, en fait, on va dire que c'est la mieux préparée justement pour utiliser l'intelligence artificielle au travail. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le site du gouvernement. Donc comment nous, aujourd'hui, on peut expliquer cet engouement, le fait qu'ils aient cet attrait-là? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une plus grande curiosité? Est-ce que c'est finalement juste une plus grande ouverture aux nouvelles technologies? Alors je pense que même quand on est le site du gouvernement, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il ne faut pas confondre en l'occurrence maturité technologique et acculturation de l'outil qu'on va utiliser pour pouvoir avoir plus de productivité, plus de créativité dans son métier au jour le jour. Oui, c'est une génération qu'on pourrait dire plus facilement perméable à l'utilisation de la tech dans sa carrière et dans son métier, encore une fois sur sa to-do list tous les jours. Maintenant, c'est pas forcément si simple que ça et si naturel que ça. Pour moi, la vraie question, elle est plutôt comment est-ce qu'on relie ce qu'on apprend, en gros, comment dans sa boîte à outils on va utiliser de l'IA, fût-elle générative, du réseau social, de la communication. Comment est-ce que cette tech-là, elle va nous aider à pouvoir montrer qu'on est hyper autonome sur son métier, sur son emploi, et comment est-ce que,
en réalité, et même ces outils d'IA générative ne viennent pas percuter une expérience, un savoir-faire qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir justement accomplir son métier et sa carrière. L'IA générative, c'est une aide à la productivité. Ça peut être dans quelques acceptions une aide à la création, et encore, je pense qu'on y reviendra. Mais c'est en aucun cas quelque chose qui va se substituer à un savoir-faire, à un talent, à une expérience, à des savoirs et des savoir-être qu'on aura appris, qu'on aura emmagasiné, certes pendant ses études, ses multiples expériences de stage et ses premiers emplois. Hyper fort. Toi, Lorraine, étant donné qu'encore une fois, cette génération Z, c'est presque ta cible, tu t'adresses à elle, tu trouves qu'ils sont plus adaptables par rapport aux nouvelles technologies? C'est un constat que tu fais? Je ne sais pas s'ils sont plus adaptables, en tout cas c'est sûr qu'ils les utilisent et parfois je pense peut-être que ça leur porte préjudice dans le sens où aujourd'hui je vois beaucoup de jeunes qui disent moi j'utilise ChatGPT tous les jours pour tout ce que je fais, tous les mails que je fais je les repasse sur ChatGPT, je demande à ChatGPT des idées, des inspi, etc. Et je pense justement que ça peut être contre-productif dans le sens où c'est supposé être ton assistant ChatGPT, c'est pas toi l'assistant de ChatGPT, donc au bout d'un moment l'IA c'est super mais ça doit être uniquement une aide et ça doit pas venir prendre ta place et réfléchir à ta place en fait. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. C'est un risque justement, Marjorie, je me tourne vers toi, que l'IA justement passe d'assistant à titulaire dans nos fonctions. Alors tu le dis très bien, mais encore une fois, il y a des multiplicités de modèles de langage différents et d'applications des intelligences artificielles. Aujourd'hui et depuis novembre 2022, c'est l'IA générative qui a fait irruption dans nos vies et qui s'est démocratisée parce que une entreprise de Californie a mis sur la place un outil qui s'appelle ChatGPT, mais en réalité des ChatGPT, il y en a plusieurs dans plein de marques différentes et de plein d'alliances à la fois de start-up IA et de big tech différentes. Ce qui est important, encore une fois, c'est que utiliser un outil d'IA générative, ça ne dédouane pas de savoir faire son métier, en fait. Et au contraire même, si on l'utilise comme une aide à la productivité, encore une fois comme une aide à la création, pour pouvoir poser une question à ChatGPT, encore faut-il que je sache la question que j'ai envie de lui poser. Et pour m'assurer qu'il n'y ait pas de biais algorithmique ou qu'il n'y ait pas de biais engendré par cette IA générative, il va quand même falloir que je connaisse un petit peu le début de la réponse pour pouvoir savoir si la réponse qui m'a été formulée par ChatGPT est de l'ordre du crédible, du probable, du possible ou du faux. Mais c'est hyper important ce que tu viens de dire parce qu'en fait, il y a la nécessité de comprendre ce qu'on utilise pour être sûr que ça va dans la direction qu'on veut et pas faire confiance aveuglement à l'outil en fait. Comprendre la technologie, c'est crucial pour l'utiliser. On n'est pas que des utilisateurs et des utilisatrices des techs, on est aussi des citoyens et des citoyennes du numérique. Et choisir un outil d'IA générative par rapport à un autre, un outil américain par rapport à un outil européen par exemple, c'est extrêmement signifiant aussi dans le monde qu'on a envie d'embrasser ou pas. Poser une question à ChatGPT, lui faire générer une réponse à partir de données qu'il va avoir calculées sur un jeu de données qui est américano-américain, ça ne va pas être la même chose que de le faire sur un autre outil. Ouais, bien sûr. Je vais vous faire réagir maintenant à un sujet qu'on a déjà abordé au début du plateau qui est extrêmement important, c'est la marque employeur. Parce que finalement, on parle de ça quand on parle de bien-être au travail, quand on parle du fait que les jeunes ont besoin de sens. Et c'est une étude Ipsos qui a été faite avec l'école d'ingénieurs CESI. Donc on a 74% des travailleurs de la Gen Z qui veulent travailler dans une entreprise donc avec des valeurs raccord avec les leurs. 80% estiment que l'équilibre vie pro-vie perso, c'est le premier critère pour rejoindre une entreprise. Donc on parle de marque employeur, le fait d'attirer les talents, entre autres, grâce à de vraies actions impact social et pour le bien-être au travail. Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui, Lorraine, pour les entreprises de travailler leur marque employeur pour fidéliser les employés déjà présents et attirer des nouveaux talents? Déjà parce que le recrutement, ça va pas que dans un sens. Ça, j'ai l'impression qu'on a tendance à beaucoup l'oublier. C'est pas juste l'employeur qui recrute, c'est aussi le candidat qui a besoin d'être convaincu, qu'on lui donne envie. Pourquoi est-ce que je vais bosser pour toi? Pourquoi est-ce que je vais te vendre mes compétences et mon temps? Pourquoi est-ce que je vais te vendre mon savoir-faire? Pourquoi est-ce que je vais passer toutes ces heures de ma vie à t'accorder du temps, etc. Donc, donne-moi des raisons de me motiver, de m'impliquer dans ton entreprise. Et après, on verra si j'ai envie. Mais je pense que les employeurs n'ont pas compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, il faut nous séduire. On n'est pas juste à la quête d'un travail. On veut un travail qui a du sens, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent utile, dont on est fier. Moi, j'ai pas envie d'aller bosser dans une boîte où derrière, le soir, je rentre chez moi et je me dis quelle boîte de merde, tu vois. Donc, ça me paraît tellement logique, mais j'ai l'impression qu'il faut encore le rappeler, tu vois. Et comment on fait pour les séduire alors, justement?
Quand on est une Il y a plein de entreprise choses. et qu'on veut travailler sa marque employeur. Déjà, proposer des missions aux salariés qui sont des missions un peu éthiques. Enfin, tu vois, déjà, bon, c'est pas forcément possible pour toutes les boîtes, mais il faut que ça aille dans le bon sens, tu vois. On est quand même à une époque où le green, l'éthique, tout ce qui est bien-être, etc., c'est hyper important. Ensuite, évidemment, le salaire, mais il n'y a pas que ça. Comme je te disais tout à l'heure, la flexibilité. Moi, je suis une fervente de la semaine de 4 jours. Je sais que pour l'instant, on n'est vraiment pas sur ce sujet en France, mais tu me proposes la semaine de 4 jours dans un job, je peux clairement commencer à réfléchir sérieusement, tu vois. Après, arrêter de toujours vouloir du présentiel à tout prix, toujours vouloir des team building, qu'on passe tellement de temps ensemble. Enfin, juste un peu plus être à l'écoute des besoins de chacun. Ça dépend évidemment du taf que tu fais, ça dépend de l'entreprise, mais s'adapter en fait à la nouvelle génération. C'est ça. C'est ce que je retiens de ce que tu viens de dire. Finalement, j'ai l'impression en t'écoutant que la clé, c'est l'adaptation. T'es d'accord, Lorraine, avec cette analyse? Alors Marjorie, pardon, mais c'est pas grave. Mais je suis ravie d'être devenue Lorraine Lévy, créatrice de contenu en 2 secondes et en un badge. Vraiment, non, là où Lorraine et là où justement Dorit, ta question est extrêmement pertinente, c'est que finalement aujourd'hui, répondre à une annonce de recrutement, c'est aussi une négociation. C'est-à-dire que en tant que futur talent, moi j'apporte mon savoir-faire, j'apporte des talents nouveaux. Au recruteur ou encore une fois la personne qui va du coup vouloir venir me chercher pour pouvoir faire croître sa société, d'aussi me dire ce que j'en peux en retenir. C'est un vrai partenariat. Comment est-ce qu'aujourd'hui on a des managers, on a des manageuses qui se disent c'est du gagnant-gagnant et il faut savoir faire équipe. C'est sûr que c'est pas très français en matière d'école de management, cette approche-là, qu'il va falloir que les managers, encore une fois les manageuses, peut-être se mettre un petit peu à la page de ce point de vue-là, mais surtout ne prennent pas ces demandes des talents Gen Z comme une crise d'adolescence. C'est pas du tout ça. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, on est en adéquation pour dire oui, cette fiche de poste, elle m'intéresse parce que je vais pouvoir, moi, en tant que talent, apporter ça, ça, ça et ça sur la table. Et vous, en tant qu'entreprise, vous allez pouvoir matcher sur telle et telle de mes valeurs. Et c'est ensemble qu'on va faire progresser cette boîte, cette économie, cette société. Les entreprises, c'est de la société en bas. C'est de la cohésion sociale aussi. Complètement. Là, tu viens d'employer un terme fondamental, c'est crise d'adolescence. Ouais. Ou caprice. Caprice. Il y a un sondage Ipsos, justement, que j'ai repris, qui est accablant sur le sujet. Donc, en fait, ce sondage il traduit vraiment un écart de compréhension qui est flagrant entre les employeurs et les salariés de la Gen Z. Ça dit que 57% des employeurs jugent la génération Z moins investie au travail que ses aînés, 72% jugent qu'elle est moins fidèle à l'entreprise et 53% des employeurs jugent qu'elle est moins respectueuse de la hiérarchie. Qu'est-ce que t'en penses, Lorraine? Je sais, mais je te demande. Je souffle. Je souffle parce qu'en réalité, on prend le problème à l'envers. Pourquoi est-ce que les jeunes sont moins investis? Pourquoi est-ce que les jeunes partent? Enfin, posez-vous déjà, vous, les questions. On veut faire évoluer les choses dans le bon sens. En fait, on veut améliorer les conditions de travail. J'ai pas l'impression que ce soit un caprice. Au contraire, c'est super le progrès. D'ailleurs, on est ici pour parler du progrès, tu vois. Donc, je trouve que c'est vraiment stigmatiser une génération. De toutes les façons, toutes les générations disent de celles d'après que c'est des capricieux, des flemmards, qui savent rien faire, qui nous emmerdent, etc. Il y a un moment où peut-être il faut apprendre les uns des autres, en respectant les anciens aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Je suis sûre que les boomers ont plein de choses à m'apprendre, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Je ne suis pas anti-boomer. Mais il y a un moment où je pense qu'il faut vraiment être dans l'échange. Et là, il y a un problème de compréhension, comme tu l'as dit. C'est pas des caprices, c'est juste, on sait qu'on va bosser pendant longtemps, donc on voudrait le faire dans de meilleures conditions. C'est pas parce que vous avez accepté des conditions très médiocres pendant de longues années et que vous n'êtes pas mort de ça, parce que souvent on me dit non mais ça va, nous on n'en est pas mort en fait. Oui, ok, t'en es pas mort, mais est-ce que t'es bien dans ton taf? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que t'as fait un burn-out à 35 ans? Est-ce que t'as vu tes enfants quand ils ont grandi? C'est juste ça, en fait. Waouh, c'est tellement puissant, c'est tellement inspirant. C'est très vrai, et c'est surtout, encore une fois, le fait de se dire que c'est pas facile de te faire challenger. Je comprends très bien. Franchement, personne n'a envie de se faire remettre en question. Mais s'il y a cette remise en question, c'est parce que la crise d'adolescence, en l'occurrence, elle est plus, encore une fois, pour le mode de management et pour le mode, en fait, de leader qu'on veut être aujourd'hui. Cette mue, pendant longtemps, on l'a fait passer sous, finalement, le label de la transformation numérique et de la transformation digitale des boîtes. J'ai animé des tonnes d'émissions, des tonnes de panels et de débats sur la question. En réalité, la transformation numérique, c'est pas une transformation
technologique, c'est une transformation des centres de pouvoir dans une entreprise. Et la deuxième, la saison 2 de la transfo numérique, c'est la transfo sociétale. Et c'est le fait de se dire qu'à un moment donné, on va aller chercher ces talents qui vont venir nous remettre en question, mais c'est une super opportunité pour justement faire bouger les choses. Et se remettre en question, c'est extrêmement sain. Si on ne se remet pas en question, si on ne pivote pas, pour le dire en langage boîte ou start-up, ben, on meurt en fait. La remise en question, l'adaptation, l'écoute, des mots-clés qu'on retiendra. Pour rester dans le sujet de la marque employeur, on va parler de confort du travail. Et je me retourne vers toi, Marjorie. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi les outils IA aujourd'hui qui facilitent la vie au travail au quotidien? Eh bien, c'est une excellente question. Alors, je reviens sur l'exemple de OpenAI et ChatGPT pour le coup, mais aujourd'hui, donc toutes ces sociétés que vous avez vues justement développer et mettre sur le marché leurs outils d'intelligence artificielle générative, forcément sont passés à l'étape de la commercialisation. Donc, il y a énormément de grands groupes aujourd'hui qui font des partenariats avec OpenAI et Microsoft, ou avec Anthropic et Google pour le coup, avec leurs outils, pour utiliser leurs outils d'IA générative. Ça veut bien dire qu'il y a un marché. Et s'il y a un marché, c'est qu'il y a un besoin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais donc, ça veut dire que ces entreprises-là sont en train de faire entrer l'outil dans leur logique, dans leur day-to-day job. En réalité, je reviens à mon propos précédent, choisir un outil d'IA, c'est pas neutre. Choisir un outil d'IA génératif, c'est choisir une conception du monde. C'est choisir un soft power. C'est choisir, encore une fois, une façon dont on va, même si évidemment, à chaque fois qu'un produit est vendu à une entreprise, la société productrice d'intelligence artificielle vous garantit que vos données sont storées dans un cloud qui n'est pas perméable avec d'autres types de données, qu'elles sont sécurisées, qu'elles sont safe, secure, tout ce que tu veux. Attention, c'est pas neutre. Entraîner son IA, entraîner sa propriété intellectuelle sur un outil, c'est pas la même chose que l'entraîner sur un autre. Donc, faites un benchmark, regardez ce qui est à votre disposition aujourd'hui sur le marché. Il y a des offres comme celle de Mistral aussi qui sont en train de se développer pour les entreprises. Mistral AI, pour le coup, c'est une entreprise qui a été certes lancée par 3 anciens ingénieurs de la Silicon Valley, de Google DeepMind, pour ne pas les citer notamment, et de Fer, de chez Meta. Leur idée au départ, c'était vraiment de se dire il faut une IA générative européenne ou en tout cas française et la développer justement sur ce continent-là. Après, il y a une autre nuance, sinon c'est pas drôle. À partir du moment où on accepte des fonds d'un fonds d'investissement américain, je pense pas qu'on soit toujours aussi européen, mais ça c'est un autre débat. Waouh, ça aussi, c'est à retenir. Lorraine, je me tourne vers toi parce que tu le sais, la génération Z, elle est pleine d'audace. Donc, on a quand même 71% de la Gen Z qui envisage d'entreprendre. On est toujours sur un sondage d'IFOP. Lorraine, comment on explique ce chiffre? Et c'est quoi entreprendre quand on est une génération Z? Alors moi, j'explique ce chiffre par le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur place en entreprise et n'arrivent pas à rejoindre des entreprises qui leur permettent d'évoluer sereinement. Je ne vous dis pas le nombre de messages que je reçois tous les jours de jeunes qui me disent « J'ai 25 ans, ça fait 3 ans que je travaille, je pleure tous les jours. » Vraiment. Je comprends pas, je m'attendais pas à cette déception, je m'attendais pas à cette pression, je m'attendais pas même à cette violence dans le monde du travail. Moi, j'adore ce que je fais et en fait, je suis dégoûtée de ce que je fais. Donc, j'ai décidé que justement, je vais quitter mon CDI alors que c'est la sécurité, etc. Parce que le CDI, c'était le Saint Graal pendant très longtemps. Moi, mes parents, quand j'ai dit je quitte mon CDI, ils ont fait une syncope. Donc, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent c'est pas grave, je vais entreprendre. Ça fait que 3 ans que je suis dans le monde du travail. En vrai, j'ai pas tant d'expérience que ça, mais je préfère galérer en fait au début, gagner moins de sous, ne pas trop trouver de clients, être un petit peu dans le flou, mais au moins, en fait, je vais travailler pour moi, dans mes conditions. Ça va être mon taf, mes sous quand ils vont rentrer. Et comment dire, genre, ça, c'est pas le même projet en fait. Enfin, et le nombre de personnes qui me contactent et qui me disent, de toute façon, moi c'est fini, je retournerai plus jamais en entreprise. Je pense que ça ne va faire qu'augmenter et il va falloir soit un moment que les entreprises changent leur fonctionnement, soit en fait que les entreprises travaillent qu'avec des free, parce que j'ai l'impression que ça va être très difficile justement de fidéliser les jeunes et que même si ça a plein d'avantages un CDI, on est d'accord, aujourd'hui les jeunes voient plus d'avantages dans l'entrepreneuriat. Puis d'ailleurs, on rajoute que pour la génération Z aujourd'hui, le turnover moyen, le temps moyen dans une entreprise passée, c'est 2 ans et demi quand, comme tu le disais si bien, nos grands-parents, ça commençait à 18 ans, ça finissait à la retraite dans la même entreprise. Ils sont flexibles, hein, cette Gen Z. Hein. Ouais. Moi, mon père, ça fait 25 ans qu'il est dans son taf. Hein.
Et il compte il est pas heureux. partir. C'est la question, est-il heureux? Non, mais je Ils suis se ravie sont s'il est utiles, heureux. en tout cas. Ah bah ça, c'est déjà énorme. Très bien. Je pense que se sentir utile, c'est déjà quelque chose qui est priceless, quoi. Franchement, ça n'a pas de prix. Se sentir utile, quelle que soit la carrière qu'on a embrassée, quel que soit le secteur pour lequel on travaille, c'est déjà utile. C'est hyper intéressant ce que tu disais, Lorraine, sur est-ce que l'avenir du travail, c'est finalement d'avoir des grandes sociétés qui vont être éditrices de missions et on va tous devenir des start-upers, des auto-entrepreneurs en puissance. C'est quelque part un des mythes de la Silicon Valley qui a prévalu pendant assez longtemps. Et puis, patatras, il y a une pandémie qui est arrivée et qui, du coup, a un peu tout balayé sur son passage. Mais qui est en train de revenir malgré tout. Est-ce que l'avenir du monde du travail, c'est en effet d'avoir ces grandes plateformes pourvoyeuses de tâches et d'être nous-mêmes entrepreneurs de nos carrières et de nos vies et de pouvoir contracter par projet avec ces entreprises? Ça, je pense que l'avenir nous le dira ou pas. Mais ça fait partie, encore une fois, des questions que la tech et que la philosophie tech posent à l'ensemble de l'économie aujourd'hui. Lorraine, elle vient de parler du spectre de la génération Z par l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, Marjorie, tu considères qu'il y a entreprendre et il y a l'entrepreneuriat vu et vécu par la génération Z? Est-ce qu'il y a différentes nuances d'entrepreneuriat? J'ai envie de te dire, il y en a 50. Ouais, en tout cas, sur ces deux spectres-là. Alors, il y a eu surtout des approches d'entreprise, puisque évidemment, les boîtes comprennent, en tout cas voient ce qui se passe, le comprennent, ça peut, là il y a vraiment 50 nuances de compréhension pour le coup, vraiment. Mais tu as énormément de grands groupes, et ça bien avant les années 2020 et le Covid, qui ont commencé à mettre en place des programmes d'intrapreneuriat, donc d'entrepreneuriat au sein des boîtes pour pouvoir donner plus de flexibilité, plus de liberté, plus d'envie d'entreprendre, plus de réflexes entrepreneuriaux à leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Ça a ceci d'intéressant que ça permet finalement de voir moins parfois de salariés, moins de turnover en fait sur ces générations-là, donc c'est pas du tout Gen Z pour le coup, mais moins de turnover sur ces talents-là qui vont pouvoir avoir cette impression finalement de liberté pour pouvoir incuber leur propre projet au sein de l'entreprise et ensuite décider de savoir si ce travail-là, ce projet-là va devenir propriété intellectuelle de leur boîte parce qu'ils se sentent bien pour le coup, comme ton père, dans leur entreprise, ils ont envie de continuer à y travailler pour mille et une raisons qui les regardent, ou est-ce qu'au contraire, à partir de là, ce projet, ils le prennent, ils l'externalisent de l'entreprise et peut-être que l'entreprise pour laquelle ils étaient salariés va devenir leur premier client par ailleurs et ça peut être très intéressant. Là où c'est pernicieux, c'est que souvent les entreprises, parce que, alors tout le monde a un ami consultant, mais souvent il y a beaucoup de cabinets consultants qui ont vendu des programmes de transfo numérique qui passaient notamment par de l'incubation de start-up, mais pas que, par de l'entrepreneuriat, tu vois, c'est même pas facile à dire, par énormément de procédés différents et que finalement elles ont un peu fait tout mélanger dans l'esprit des entreprises et qu'aujourd'hui quand tu as une start-up qui va aller travailler avec un grand groupe, le grand groupe sait plus très bien pourquoi elle le fait. Est-ce que c'est pour faire de la R&D externalisée, ce qui peut être une chose et est très valable? Est-ce que c'est vraiment pour incuber? Est-ce que c'est pour accélérer? Est-ce que c'est pour investir? Il faut peut-être remettre de vraies bonnes définitions dans les intentions et ça peut très bien se passer. Le problème, c'est que moi, en tout cas, ce que j'observe, c'est une collaboration grand groupe start-up qui n'est pas toujours gagnante-gagnante parce que chacun s'y perd un peu. Bien sûr, c'est une question d'intérêt, clairement. Finalement, les filles, j'ai envie de vous dire, depuis le début de l'émission, on parle d'évolution et d'innovation. Donc, pour vous, j'ai envie de vous demander, c'est quoi l'avenir du monde du travail? Il va ressembler à quoi? Alors, on n'a pas de boule de cristal. Bon. Lorraine, tu as un tout petit peu répondu tout à l'heure en disant que pour toi, les jeunes la Gen Z va plus aller vers l'entrepreneuriat. Mais si on doit essayer de faire une projection par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui sur vos expertises respectives, je me tourne déjà vers toi, Lorraine. Il va ressembler à quoi, ce monde du travail? C'est très difficile à dire, surtout avec ce qu'on entend en ce moment côté gouvernement. T'as d'un côté Darmanin qui dit on arrête avec les 35 heures, faut travailler plus. T'as des boîtes comme Amazon qui disent on arrête le télétravail. Où tu te dis mais en fait là on est en train de régresser. J'ai pas compris, c'était pas l'objectif. Donc c'est un petit peu compliqué de se dire qu'on va aller dans justement l'évolution, le progrès quand on entend des gens qui veulent revenir en arrière.
surtout quand tu vois justement les demandes de la Gen Z qui sont à l'opposé de tout ça. Donc moi je dirais que ça va être un peu peut-être la guerre, tu vois, entre La guerre les jeunes et les anciennes générations. Est-ce qu'on va réussir à trouver des compromis? Est-ce qu'on va réussir à se mettre d'accord, à chacun faire un pas? Tu crois au pouvoir de l'écoute et au dialogue, justement, parce que tu le disais tout à l'heure, c'est deux générations différentes qui, du coup, parfois ne se comprennent pas. Tu crois qu'à un moment, le dialogue sera pas universel, hein, on est lucide, mais en tout cas plus possible que les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, qui montrent qu'il y a quand même une majorité d'employeurs qui considèrent qu'en gros, pour rester poli, la Gen Z, c'est des empêcheurs de tourner en rond. Tu crois qu'une conciliation est possible dans l'avenir? J'espère. J'espère. Il y a eu plein d'évolutions dans le temps, tu vois. Il y a une époque où les 35 heures, c'était un rêve. Et on y est arrivé. Donc, j'espère qu'on va aller vers le mieux. J'y crois. Je me dis que de toutes les façons, il y a un moment où il y a des entreprises qui n'auront pas le choix, en fait. Et que soit elles vont couler, soit elles vont se transformer. Qu'est-ce que t'en penses, Marjo? Alors, je peux déjà pas te dire qui va gagner l'élection présidentielle le 5 novembre prochain. Donc, du coup, te donner le résultat de quel sera l'avenir du monde du travail, ça va être un petit peu difficile. Selon toi, selon l'analyse que t'en fais, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, c'est qu'on est plus que jamais au bon moment pour se poser les bonnes questions. Et pour, justement, embrasser ce qui pourrait ressembler à un conflit de génération et qui, à mon avis, n'en est pas un, en réalité. C'est le moment ou jamais de se dire, OK, moi, j'accepte de me faire challenger par cette génération qui arrive parce que c'est ces talents-là, en fait, qui vont faire la pérennité de mon entreprise plus tard. Si je n'ai pas cette conversation dès maintenant, au moment où je recrute ce talent, je ne l'aurai jamais. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment une maxime, ou en tout cas une mathématique bête comme tout. Mon talent d'aujourd'hui, c'est ma richesse de demain. Donc si je ne le traite pas bien aujourd'hui, il y a peu de chances que demain, je puisse justement avoir une proposition de produits, de valeurs sur mon secteur, sur mon marché, sur mon industrie, sur ma communauté, qui va pouvoir performer, parce qu'il ne faut jamais oublier que le premier ambassadeur ou ambassadrice de ta boîte, en fait, c'est tes talents. Mon talent aujourd'hui, c'est ma richesse de demain. Lorraine, ça te parle? J'aime cette phrase. Je te pose des questions rhétoriques. Hein. Je te fais un copyright, je te l'offre. À deux doigts de la mettre en bio sur LinkedIn. J'adore. Allez, go. C'est quelque chose qui te parle, le fait que justement, il y a la nécessité pour les entreprises de prendre vraiment soin de leurs collaborateurs et d'avoir en fait juste ce qui est du bon sens. Bien sûr. Et la réalisation que c'est ça la richesse d'une entreprise. Bien sûr, et de toutes les façons, comme on parlait du turnover, c'est un indicateur clé hein, quand un jeune cherche un emploi. Enfin, combien de personnes autour de moi me disent je vais sur Glassdoor, je vais sur Welcome to the Jungle, je regarde les notes, je regarde le taux de turnover. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais sur Balance Ton Agency, je regarde tout ça en amont. Donc évidemment, il faut prendre soin de ses salariés de maintenant pour avoir les mêmes salariés ou même d'autres demain. Enfin, sinon, comment est-ce que tu fais pour recruter et pour perdurer? Donc oui, enfin, ce qu'elle a dit, c'est preach. J'adore, je suis tellement fan. Marjo, très rapidement, une dernière question qui va être pour toi par rapport à l'IA, justement. À ton avis, l'IA, c'est une menace ou c'est un allié dans le monde du travail? Tu sais que c'est un vrai sujet. Oui, hein. alors c'est un sujet qui est inhérent à l'adoption des technologies. Encore une fois, je le répète, on n'est pas que user, on est aussi citoyen et citoyenne. Et ça, c'est crucial de le garder en tête. C'est normal d'avoir peur de quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne maîtrise pas, en particulier une technologie. Que ce soit de la crypto, de la blockchain, de l'IA, encore une fois, fût-elle générative, parce qu'il y a 50 nuances d'IA pour le coup, pour de vrai, et de modèle de langage. La vraie question, c'est soulever le capot, soyez curieux, allez utiliser l'outil. Se l'approprier, déjà, c'est en avoir moins peur et donc comprendre la façon dont on va pouvoir le transformer dans sa pratique. Et puis, surtout, encore une fois, j'y reviens, mais une technologie n'est jamais neutre. Une technologie n'est jamais neutre. Une technologie, c'est du soft power. Une technologie, c'est de la régulation. Une technologie, c'est de la politique. Une technologie, c'est de la cohésion sociale ou pas. Donc, demandez-vous à chaque fois comment cet outil va pouvoir avoir un impact politique, sociétal, environnemental, culturel. C'est crucial, mais il ne faut certainement pas avoir peur de la tech. En l'occurrence, il faut soulever le capot, mettre les mains dans le cambouis, comprendre comment elle est faite, comprendre comment elle est alimentée et forgée.
et en devenir encore une fois des citoyens et des citoyennes conscients et conscientes de ce qu'on en fait. Et on restera sur ces mots très forts. Finalement, on parle de RSE, on parle de marque employeur. Merci énormément Marjorie Paillon pour tes lumières. On rappelle tes réseaux sociaux sur LinkedIn et sur Insta, c'est Marjorie Paillon. Lorraine Lévy, merci énormément. Pareil, tes réseaux sociaux, c'est Lorraine Lévy, donc sur LinkedIn et sur Insta et TikTok, c'est Lo Lévy, L-A-U-V-Y, c'est bien ça. L-A-U-L-E-V-Y, voilà, on est bon. Et bien évidemment, je vous remercie à vous de nous avoir suivis. On espère avoir rempli la mission de la BPI qui est vous inspirer, vous informer et vous engager. Prenez soin de vous.